Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo assez longue. C'est une interview de Luc Gégère, le créateur de la méthode NERTI. Pourquoi cette vidéo? Tout simplement parce que Luc Gégère est une personne qui m'a énormément appris et qui m'a surtout permis de guérir de mes crises d'angoisse et par la suite qui m'a inspiré pour devenir thérapeute, ce que je fais maintenant officiellement depuis quelques mois. Donc je vous laisse découvrir cette interview et je vous dis bon visionnage. Bonjour Luc. Bonjour Nicolas. J'espère que tu vas bien. Très bien. Et Bon. puis ça me fait plaisir de te voir. Cool. Merci de nous accueillir chez toi et de nous accorder cette petite interview. Yes. Alors, je voulais un petit peu expliquer le but de cette interview. Alors, depuis quelques mois, je me lance en tant que thérapeute. Après de nombreuses années à vouloir le faire et à pas le faire, justement. Ouais. Et du coup, depuis quelques mois, je me suis lancé. Et le but de cette vidéo et d'autres vidéos qui sont sûrement à venir, ça serait de parler un peu des personnes qui m'ont impacté, qui m'ont aidé dans tout ce que j'ai vécu. Ouais. Alors pour me présenter, moi pendant des années, je sais plus en quelle année on s'est rencontrés, c'était en 2006 ou 2007 Ouais, 2006, je sais plus, 6 ou 7, ouais. 2006, ouais, et on s'est rencontrés, en fait moi ça faisait des années, depuis 2001 que je faisais des crises d'angoisse, que je n'arrivais pas à en sortir, et que j'avais testé plusieurs thérapeutes, que j'avais des résultats, mais qu'il n'y avait pas vraiment de libération, et j'étais un peu toujours en quête de trouver une personne qui pourrait potentiellement m'aider pour sortir de ces crises d'angoisse et tout ça. Et quand on s'est rencontrés, alors toi, pour expliquer, tu es le créateur de la méthode NERTI, on va en parler un petit peu après. Quand on s'est rencontrés, tu n'avais pas encore créé la méthode NERTI. Non. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé un petit peu avec le FT, le MDR. Je sais plus si on a fait de l'hypnose. Non, parce que je suis pas très fan de l'hypnose, même si je suis maître prêtre en hypnose, mais je suis pas très fan. La sophro, on a utilisé pas mal. On a utilisé pas mal de sophro. De PNL aussi. PNL, oui, exactement. Mais je crois que ce qu'on avait fait le plus, c'est le MDR et le FT qui m'avaient vachement aidé. Mais, encore une fois, il n'y avait pas cette libération que moi, depuis des années, j'attendais, depuis 2001, que j'étais un peu en souffrance, parce que plus ça allait, plus ces crises d'angoisse... Ouais, ça se généralisait. Ça se généralisait. Et je me rappelle bien un truc qui, pour moi, est un peu le fil directeur de tout ce que j'ai appris, de ce que tu as créé avec la méthode NERTI. Je me rappelle une fois, on était en séance, et tu m'avais dit, plutôt que de vouloir faire de la PNL, faire de la sophro et tout ça, juste observe ce qui se passe dans ton corps sans vouloir le changer. Et ça, je sais que ça a été le premier déclic où je me suis dit, ah ouais, tiens, c'est marrant. À la base, la phrase, elle paraît très simple. Observe ce qui se passe dans ton corps sans vouloir en changer. Et en fait, il y a une telle philosophie, telle profondeur derrière. Je suis encore en train de la creuser aujourd'hui, cette phrase. D'accord, ben justement, alors ce que je voulais en parler, justement, pour moi, c'était le premier déclic. Je me suis retrouvé, je me rappelle, ça a été le premier déclic. Je me suis retrouvé un week-end à me dire, tiens, ouais, en fait, comment ça marche, observe ce qui se passe dans ton corps sans vouloir en changer. Et ce que j'aimerais te demander aujourd'hui, c'est est-ce que observe ce qui se passe dans ton corps sans vouloir en changer, est-ce que c'est un truc que tu as toujours eu en toi, ou est-ce qu'il y a eu un déclic? Et si oui, s'il y a eu un déclic, à quel moment tu as eu ce déclic? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous en parler? Bien sûr. Bah, en fait, non, je suis pas né avec ça du tout. J'étais plutôt hyper réactif, à vouloir me débarrasser de tout ce qui se passait. Pour ceux qui connaissent pas mon histoire, j'étais timide maladif, j'étais phobique social. Voilà. Je l'étais encore quand on s'est rencontrés à mon cabinet. J'étais encore coincé à ce moment-là. Voilà. Même si ça se voyait pas beaucoup, parce que j'avais beaucoup bossé sur moi et je faisais genre. Je suis à l'aise, mais à l'intérieur, je l'étais pas du tout à l'époque, ce qui est vraiment différent maintenant. Et j'étais tout le temps hyper réactif à ce qui se passait, et jusqu'au jour où j'ai fait un stage Vipassana, 10 jours de Vipassana. Et dans Vipassana, le truc qui se passe, c'est que on ne fait qu'observer d'abord la respiration pendant 3 jours, ça dure 10 jours, c'est 10 heures de méditation par jour, on parle à personne, c'est un truc un peu dingue quand même pour faire ça. Et donc, on observe la respiration pendant 3 jours, et après, on scanne le corps pendant 3 jours, mais juste observer les sensations dans le corps, sans réagir. Et quand on sent des colères, quand on sent des émotions, quand on sent des douleurs, quoi qu'il se passe, on nous dit observe. Et moi, j'allais voir l'enseignant, parce qu'on pouvait aller voir l'enseignant entre midi des fois, pendant l'enseignement. Puis je dis ouais, j'ai ça qui va pas, machin. Et l'autre il me dit bah ouais, observe.
Ok. Je dis, ouais, non, mais explique-moi, qu'est-ce qui se Ouais. passe ça m'énerve. Ah ouais, bah observe que ça t'énerve. J'ai envie de lui. J'avais juste envie de lui en coller Ouais, je une, tu vois, comprends. j'étais là, je dis putain, c'est pas possible. Et je me suis rendu compte après le stage qu'effectivement j'étais beaucoup moins réactif, notamment sur ma. J'étais très grognon. À l'époque, les gens m'appelaient le Schtroumpf grognon. Ouais, d'accord. Donc j'étais très Ouais. réactif. Et ma colère avait disparu, vraiment Après ce disparu stage, du coup. après ce stage. Et c'est là où j'ai commencé à me rendre compte qu'en fait, juste en observant ce qui se passait, juste en accueillant, eh ben, il y avait quelque chose qui se passait à l'intérieur de nous. Je pense, maintenant je Ouais. l'appellerais l'autoréparation naturelle du corps, aussi bien physique que mental que émotionnel, qui se met en route et qui du coup commence à faire des effets et commence à nettoyer des choses. Et c'est là où j'ai du coup commencé à me dire, il y a de la vertu à ne pas faire, Il y a de la vertu. Ok. à juste observer ce qui se passe et à foutre la paix et faire confiance à notre corps, à notre psyché, à ce qu'on est, parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour que ça marche. Ok. Donc c'est ce que tu appelles l'autoréparation du corps, en fait. Ouais, du corps, du mental, de l'émotionnel. Enfin, en fait, on est un système autoréparable de base si on arrête de foutre le bordel dedans. D'accord. En Donc gros. juste l'attention, ce que tu es en train de dire, c'est que juste l'attention à ce qui se passe à l'intérieur, a un pouvoir réparateur. Ouais, et l'attention neutre. Attention neutre, d'accord. En Vipassana, on dit anicca, c'est-à-dire c'est ni pour ni contre, bien au contraire. Enfin, ça c'est mon interprétation. Ni pour ni Ouais. contre, bien au contraire. Ça c'est D'accord. ma formule. Mais c'est ça, c'est pas d'avidité, pas d'aversion. C'est-à-dire, j'ai pas envie que ça continue. Enfin, J'ai pas envie que ça s'arrête. mais je veux pas non plus. Je suis pas en aversion au fait que je veux m'en débarrasser, ni en avidité, je veux que ça reste. Juste, je suis Ok. là, j'observe. Rien. Mental, zéro. Enfin, c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est une philosophie de ne pas vouloir repousser C'est et ça. ne pas vouloir garder, Exactement. que ce soit par exemple par rapport au plaisir ou des trucs comme ça. C'est ça. Et de se rendre compte qu'en fait, ça va passer. Tout passe, tout fait des fluctue. Des moments où tu te sens bien, des moments où tu te sens moins bien, des moments où tu es en colère, des moments où tu n'es pas en colère, des moments où tu es heureux, des moments où tu n'es pas heureux, des moments où tu as mal, des moments où tu n'as pas mal. De toute façon, ça tourne. Ouais. Ça bouge tout le temps. Ouais, tout à fait. Et quand tu es juste en observation de ce qui se passe, tu es dans le flow de la vie. Et du coup, c'est chouette. Et je suis en train de pousser encore un peu plus loin, Ouais, mais ça, bon, on on en en reviendra parlera après. Tout à fait. Et justement, alors ce stage de Vipassana, le premier, c'est quelle année à peu près? Tu t'en rappelles? Voilà. C'est combien de temps peut-être? Alors par rapport à la création de Nerti, ça serait combien de temps? C'est 15 ans avant. 15 ans avant la création de Nerti? Ton Ouais. premier stage Vipassana, c'est... Ouais. D'accord, ok. Donc en fait, quand on s'est rencontrés, tu avais déjà fait ton stage Vipassana. Ah, j'en avais fait plusieurs même. T'en avais fait plusieurs, il y avait Ouais. déjà eu des libérations. Ouais. Mais Et- pas sur la timidité. C'est ça, Et pas sur la timidité, ça qui du est coup. ennuyeux, c'est qu'en fait, tu sais pas sur quoi ton corps D'accord. il va travailler. Il va libérer des choses. Moi, par exemple, ça m'avait aussi réparé le dos. Donc, vu que j'étais gymnaste de haut niveau, je m'étais bien flingué le dos. Ouais. Je pouvais pas faire 1 heure de voiture. Voilà, je pouvais plus sortir de la voiture au bout d'1 heure. J'avais une vertèbre qui sautait tous les 3-4 mois à peu près. Je me retrouvais bloqué. Et suite à mon premier stage Vipassana, depuis ce jour-là, ma vertèbre n'a jamais plus sauté. Ouais. Et je peux faire 8 heures de bagnole sans problème. Ok. J'ai plus mal au dos. Enfin, voilà. Et quand je recommence à avoir un peu mal au dos, je me rassois, je fais la méditation assise, j'observe ce qui se passe et ça se répare. Ok. Il y a un truc que tu as dit là qui éveille ma curiosité, c'est le côté on sait pas sur quoi on bosse. C'est ça. Et il y a un côté, alors ce que j'aimerais parler, c'est peut-être de ta découverte de Tipeee à l'époque, le début il y a eu donc le FT, le MDR et tout ça. Et je me rappelle un jour, on s'est rencontrés, on faisait des séances de FT, MDR, et t'es arrivé dans le cabinet, tu me dis, j'ai découvert un truc là, je pense que c'est encore une étape dans la découverte de soi, dans la libération et tout ça. Tout à fait. T'étais super enthousiaste, je me rappelle. Ouais. Moi j'étais là, je fais ouais, ok, Tipeee, qu'est-ce que c'est? Ouais. Et du coup, on a commencé à faire nos premières séances de Tipeee. Ouais. Et vraiment, ce que je me rappelle, donc du coup, Tipeee, c'est un peu tout ce que tu m'as expliqué du coup de Vipassana, c'est aller observer ce qui se passe dans le corps, sans être en aversion ni en avidité, on va dire. Mais je me rappelle très bien, il y avait un problème avec Tipeee, c'est que moi je me rappelle avoir passé des séances, même tout seul, parce que toi tu m'avais appris la technique. Ouais. Il y a eu des fois en cabinet où on a débloqué.
et des fois, dans des cabinets, on n'a pas débloqué. Débloqué. Et moi, je me rappelle avoir passé, par exemple, 3 heures d'affilée sur Tipeee, à me dire ce truc-là, je veux le débloquer, et j'y arrivais pas, et je pétais les plombs. Ouais. Et je crois que, indirectement, c'est cette difficulté à débloquer, ces trucs où tu t'es retrouvé des fois à avoir des super libérations en cabinet, grâce à Tipeee, et des fois où tu n'avais pas de libération. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce... Ouais, tout à fait, ouais. Bah, c'était une grosse frustration parce que justement, j'avais trouvé cet outil, je me dis, ah, ça y est, c'est génial. Et surtout que moi, ça m'avait libéré ma timidité. C'est-à-dire que du jour au lendemain, pouf, mon angoisse, ma boule au ventre en situation sociale, elle avait dégagé. Donc je me dis, waouh, c'est génial ce truc, je vais l'utiliser dans mon cabinet parce que ça faisait déjà 2 ans que j'avais le cabinet. Donc toi, ça faisait déjà un moment que je t'accompagnais aussi. Ouais. Et donc, je me suis dit, ah, c'est génial ce truc, je vais l'utiliser au cabinet. Et effectivement, il y avait des fois où, hop, dans la séance, la phobie, elle dégageait, l'angoisse, elle dégageait, des trucs comme ça. Et des fois, bah non, on tourne en rond, machin. Et souvent, ce qui était terrible, c'est que les gens, ils étaient encore plus mal après. Oui, je l'ai vécu aussi personnellement, où je suis rentré chez moi encore plus mal. Voilà, c'est ça, ils ressortaient, ils étaient plus mal, ils passaient une semaine horrible, parce que je donnais des rendez-vous toutes les semaines, ils passaient une semaine horrible, ils revenaient, ils me disaient « Ah, j'ai passé la pire semaine de ma vie !» Et moi j'étais là « Ah non ah non aïe 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 !» Et quand je les voyais partir, je me disais « Ah, là, ça va être une mauvaise semaine, ils vont galérer. » Et franchement, j'étais dégoûté, parce que je me disais, il y a des moments où ça marchait, des moments où ça marchait pas. Et c'était frustrant parce que je comprenais pas la différence. En fait, je voyais pas la différence entre les moments où ça marchait, jusqu'au moment où j'ai commencé à repérer un schéma répétitif, un pattern, où il y avait des sensations différentes dans les séances qui marchaient par rapport à ce qui marchait pas. C'est quoi qui t'a amené à faire cette conclusion? C'est le fait que tu pris des notes ou que tu as observé? Ouais, je prenais des notes et puis j'observais, et à chaque fois, alors évidemment, je débriefais mes séances assez régulièrement. Je me disais, qu'est-ce qui s'est passé là? Et surtout quand ça marchait, je me disais, qu'est-ce qu'il y a de différent là? Parce que je voyais bien qu'à la fin de la séance, pouf, la réactivité, elle était tombée à zéro. Je me disais, bah là c'est sûr, c'est plus la même chose. En plus, il y avait un changement visuel. Enfin, là, c'est un truc de PNL, c'est-à-dire que quand on change émotionnellement, l'image qu'on se fait de la situation, elle change aussi dans notre tête. Ouais, tout à fait. Ouais. Et donc j'avais un changement visuel net. Je me disais, c'est sûr, ça a changé, quoi. La réaction émotionnelle, elle n'est plus là. Et je me dis, mais c'est quoi de différent? Et à force de noter systématiquement toutes mes séances, eh ben, je me suis rendu compte qu'il y avait ce set de sensations bizarres. En fait, souvent des pertes d'équilibre, des pertes de sensations, les gens ne se sentaient plus, ou l'impression de s'enfoncer, comme s'il tombait dans un puits sans fond, tout à fait. Ou comme si ça flottait. En fait, c'était bizarre. C'était des sensations bizarres. Et je me rendais compte qu'à chaque fois qu'il y avait ces sensations bizarres, à chaque fois... Et qu'on les observait, du coup. Oui, enfin, que les gens m'expliquaient, parce qu'en fait, dans la séance, je leur demandais de m'expliquer les sensations qu'ils sentaient. Ok, d'accord. Et donc, en parlant, ils me disaient, bah là, je sens un truc bizarre, là, j'ai l'impression que je tombe, j'ai l'impression que ça vacille, j'ai l'impression que j'ai la tête qui tourne. Et quand ils me disaient ça, systématiquement, derrière, la séance, elle était bonne. D'accord. Et je me dis, putain, c'est quand même bizarre ce truc, je comprenais pas. Et du coup, au bout d'un moment, presque je cherchais ça, mais pas vraiment. Mais ce qui a vraiment tilté, c'est qu'un jour, en faisant des recherches, je suis tombé sur 2 études, une étude danoise et une étude à l'université de Bordeaux, qui expliquaient qu'après des accidents de voiture avec traumatisme crânien, il y avait une multiplication entre 4 fois et 10 fois des phobies. Juste derrière. D'accord. Et du coup, je me suis dit, traumatisme crânien, certainement perte de connaissance. Ouais, tout à fait. Ouais. Et du coup, j'ai fait le parallèle entre les deux. Je me suis dit, ces sensations bizarres que je remarque, ça doit être des pertes de connaissance accidentelles qui verrouillent, qui gardent la réactivité émotionnelle. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça le verrou émotionnel. T'as appelé ça, ok. Voilà. D'accord. Parce que je me suis dit, en fait, c'est une perte de connaissance accidentelle qui est dans l'histoire de la personne, qui est associée avec une réaction émotionnelle quelle qu'elle soit, et tant qu'on n'a pas repassé dans ce verrou, la réaction émotionnelle, elle se redéclenche tout le temps. Et même avec des techniques, comme tu disais, qu'on a utilisé, le MDR, l'IMO, l'EFT, des choses comme ça,
qui elles vont travailler qu'au niveau du cerveau émotionnel, eh ben, ça va pas se débloquer. D'ailleurs, c'est ce que tu as vécu. Tout à fait, c'est ça, ce que j'ai vécu. Voilà. Et je me suis rendu compte qu'en fait, cette perte de connaissance accidentelle, elle était engrammée, elle était mémorisée dans la partie reptilienne du cerveau, c'est-à-dire la partie instinctive, qui, elle, c'est une question de vie ou de mort. Donc, elle a gardé la mémoire, parce que cette perte de connaissance, elle l'a considérée comme étant un moment où elle a cru mourir. Donc, elle l'a gardé en mémoire. Et donc, quand quelque chose dans l'environnement ressemble à ce moment où elle a cru mourir, bah, elle envoie l'alarme. D'où l'angoisse, d'où les trucs comme ça. Phobie, Et c'est pas émotionnel, c'est vraiment question de survie. Et c'est pour ça que c'est aussi difficile à gérer, parce que bah, tu as un signal d'alarme dans ta tête qui te dit attention, tu vas mourir. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est normal qu'il n'y ait plus beaucoup de cerveau. En plus, ça débranche. Il y a ce qu'on appelle une inhibition corticale, c'est qu'en plus, ça débranche le raisonnement. Ouais, tout à fait. Donc, tu peux plus réfléchir. Ouais, tout à fait. Donc, c'est compliqué, quoi. Et justement, par rapport à ça, où ça débranche le raisonnement, j'ai beaucoup de gens, par exemple, moi aussi, Océan, c'est que toi, tu as dû avoir aussi, qui sont énormément dans le fait de vouloir calmer ce qui se passe, de vouloir s'apaiser. J'ai beaucoup de gens qui essaient de conseiller les autres, tu vois, par exemple, par rapport à une phobie, où on va avoir tendance à te dire oui, mais regarde, c'est rien, c'est juste un serpent, c'est juste une araignée et tout ça. Et souvent, j'explique aux gens, mais en fait, raisonner la personne, essayer de lui expliquer que cette phobie, essayer de lui expliquer que c'est pas grave, ça n'a aucun sens. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus de ça c'est pas que ça a aucun sens, enfin, c'est que ça a aucun sens. Oui, enfin si, ça a aucun sens pour la partie du cerveau qui est réactive. C'est-à-dire que la partie reptilienne du cerveau, elle n'a pas de langage. C'est un serpent, quoi. C'est un serpent. C'est un reptilien, quoi. C'est un crocodile, quoi. Tu peux lui parler dans toute la langue que tu veux, il comprend pas, quoi. Et donc, en essayant de raisonner, en fait, le problème, c'est que quand on dit aux gens de raisonner, quand ils sont à froid comme ça, machin, ils disent ouais, ce coup-ci, je vais prendre sur moi, ce coup-ci, je vais tenir. Tout à fait. Parce qu'on pense qu'on peut. Mais quand il y a la réactivité, ça débranche le cerveau. Ouais. Donc, tu n'as plus la possibilité de te dire ah non, mais c'est pas grave, ça risque rien. Tu peux pas. T'as plus. Ouais, tout à fait. c'est plus allumé là-haut. Donc les gens disent ouais, mais prends sur toi. Tu peux pas à ce moment-là. Prends sur toi. Prends sur toi. Tout à fait. Dans tes rêves, quoi. Ouais, c'est ça. Je dis souvent, c'est comme si tu prends une vague de 4 mètres dans la figure et on te dit prends sur toi. Ah non, tu prends ta vague, tu fais machine à laver derrière. Ouais, tout à fait. Mais tu dis pas, bah non, je prends sur moi. Dans tes rêves, ça n'existe pas. Le problème, c'est que cette vague de 4 mètres, mais c'est dans ta tête qu'elle se joue. Donc, de l'extérieur, les gens ils voient pas que tu la prends. Ouais, tout à fait. Donc ils sont là, mais t'es con quand même, pourquoi tu fais machine à laver? Ouais, tout à fait. Et sur les personnes, justement, les personnes qui te contactent, qui me contactent avec des phobies, souvent il y a ce mot ah, mais j'ai une phobie débile. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes-là qui justement, par exemple, sur des crises d'angoisse, moi je sais que quand j'ai vécu mes crises d'angoisse, et souvent quand les gens viennent avec des crises d'angoisse, il y a eu souvent ce truc de est-ce que je suis pas fou? Oui. Il y a vraiment ce truc de je suis en train de perdre la boule, est-ce qu'on va pas me mettre en asile, est-ce qu'on va pas m'interner et tout. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces gens-là qui ont des phobies, qui disent j'ai des phobies débiles, ou ces personnes qui ont des crises d'angoisse et qui peut-être se croient folles? Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire, toi? C'est sûr que si tu te prends du côté du mental, si tu raisonnes juste en mode mental, c'est débile de réagir comme ça. Tout à fait. Mais sauf que si tu viens déjà au niveau émotionnel, bon déjà, on peut se mettre en colère, il y a des choses qui nous énervent, des choses comme ça, même si on se dit, ouais, tu devrais pas t'énerver, ouais, mais bon, ça m'énerve quand même, quoi. C'est comme les gens qui disent, les gens qui fument. Si on était raisonnable, il n'y aurait plus un seul fumeur. Oui. Tout à fait. Voilà, parce qu'il n'y a pas un fumeur qui pense que c'est une bonne idée de fumer et que c'est bon pour la santé. Ça n'existe pas. Hein. Donc si c'était que le raisonnement, ça se passerait pas comme ça. Donc ça veut dire qu'il y a autre chose. Donc il y a déjà l'émotionnel, et puis il y a ce système de survie qui se met en route. Et c'était quoi la question? Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes-là qui ont des crises d'angoisse, qui ont des phobies, et qui croient qu'elles sont folles? Parce que c'est vraiment, moi c'est ce que j'ai vécu, ce côté où tu dis en fait je deviens taré, quoi. C'est ça. On va m'interner. Exactement. Et je vais faire de la schizophrénie ou je sais pas quoi, où je vais complètement éclater. C'est ça. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les rassurer peut-être? Parce que effectivement la partie mentale, elle se dit qu'elle devrait pas réagir comme ça,
Mais on n'est pas qu'un mental, on est toutes les autres parties, et notamment émotionnel, et notamment l'instinct de survie. Et quand l'instinct de survie se met en route, bah, on peut pas le raisonner, quoi. Et donc on n'est pas fou. C'est juste que la partie instinctive du cerveau, elle se met à prendre le contrôle. C'est elle qui prend les commandes. Alors évidemment, du coup, le mental, il se dit putain, je deviens fou parce que je ne contrôle plus mes angoisses, je ne contrôle plus rien. Ouais. Parce qu'il se dit ça y est, j'ai une autre personnalité. Alors qu'en fait, c'est juste la partie instinctive du cerveau qui se met en mode panique. Et comme elle se met en mode panique, c'est comme si vous aviez une super alarme qui s'allume à fond dans votre maison. Ouais, qu'on ne peut pas calmer tant qu'on n'a pas résolu le problème. Voilà. Et donc, c'est sûr que vous voulez dormir et vous avez une alarme qui se déclenche à fond, vous pouvez toujours essayer de dormir, hein. Ça ne marchera pas. Donc, c'est la même chose qui se passe dans le cerveau, c'est-à-dire que la personne ne va pas dire ouais, ma maison elle est foutue. Non, c'est juste qu'il y a une alarme. Il y a une alarme. Voilà. Il faut traiter le problème. Il faut juste traiter l'alarme. Tout à fait. Et c'est sûr qu'on peut déménager, mais ce serait quand même plus intelligent de juste aller couper l'alarme. Et bien là, c'est la même chose. Plutôt que de se dire tout le système est foutu et je suis fou et je suis taré, non, c'est juste il y a une alarme qui s'allume de façon intempestive dans ton cerveau. Il faut juste aller couper cette alarme intempestive dans ton cerveau. Mais sinon, tu es tout à fait normal. Et en plus, ce qu'il y a de bien, c'est qu'en enlevant cette alarme, tu vas pouvoir être vraiment toi-même. Et ça, c'est quand même chouette. Ouais. Ta vraie personnalité va pouvoir s'exprimer à plomb. Tout à fait. Ça, justement, je voulais en parler après. Ouais. Et ce côté, tu parles d'une alarme de cerveau reptilien. Mm-hmm. Et souvent, il y a ce côté, on essaie à l'intérieurement, moi je l'ai vécu, ce côté, on essaie de se calmer par le mental, de dire mais non, mais c'est pas si grave que ça et tout. Et je dis toujours aux gens, en fait, en faisant ça, presque on renforce le truc parce qu'on va essayer de calmer un signal d'alarme qui a juste besoin d'être écouté. Et c'est pas le côté j'essaie de me calmer, j'essaie de m'apaiser, tout ça, c'est avant tout, et c'est là que du coup intervient Nerti, c'est avant tout aller écouter ce signal d'alarme. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça va marcher avec Nerti, l'écoute de ce signal d'alarme, pour qu'il puisse à la fin peut-être disparaître. C'est ça, parce que c'est facile à dire aux gens, ouais, vas-y, laisse faire l'émotion, reste en face. Sauf que quand tu es dans une émotion, c'est hyper pénible, c'est hyper difficile, c'est hyper mal, machin, tout. Et en fait, tant que tu restes au niveau émotionnel, c'est-à-dire dans l'émotion, quoi, dans la colère, dans la tristesse, dans l'angoisse, dans la peur, dans tout ce que tu... Tu peux nous donner un exemple d'ailleurs là-dessus ? C'est, quand tu dis tu restes dans l'émotion, par exemple, une personne qui resterait dans l'émotion, qu'est-ce qui se passerait ? Qu'est-ce qu'elle dirait ? Elle dirait c'est terrible, qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi ça m'arrive à moi ? Enfin, tout un tas d'idées qui vont, en fait, donc ça doit parler à plein de monde, ça. Remouliner dans la même chose. Pourquoi ça m'arrive à moi ? C'est pas normal. Qu'est-ce qui... Enfin, je deviens dingo. Je suis même pas capable de m'en sortir. J'arrive même pas à me contrôler. J'y arriverai jamais. Je m'en sortirai jamais. Ma vie est foutue. Enfin, ça raconte tout ça. Tout ça, ça ne fait que participer à l'émotionnel et le mental qui rebouge dans la même chose. Et donc, la bonne façon de faire qui va vraiment faire que c'est beaucoup plus facile à supporter, c'est de venir au niveau des sensations physiques. C'est-à-dire de dire, ok, je me sens hyper angoissé, à quel endroit je sens l'angoisse ? Je le sens dans la gorge, je sens que ça écrase la poitrine, je sens n'importe quoi, ça peut être complètement autre chose, mais ça dépend des personnes. Mais c'est de te dire comment je la sens cette angoisse, et de rester en accueil, en acceptation de ce que ça fait physiquement, et de focus sur le physique, sans chercher à le contrôler. Et c'est là où ça va commencer cette autoréparation va commencer à se mettre en place. D'accord. Et qu'on va aller doucement vers le verrou. Et mais en fait, l'acceptation, c'est l'acceptation de ce que ça fait dans notre corps. En fait, c'est ça je dirais ce qui va faciliter les choses, plutôt que dans le truc, je me sens mal, j'ai peur, ouais, j'ai vraiment peur, j'accepte d'avoir peur. Non, j'accepte de faire ce que ça fait dans mon corps. Parce que si j'accepte d'avoir peur, si je reste que dans l'émotion, je suis un peu tornade blanche. Et surtout, l'émotion, elle peut monter. Alors que la sensation physique, elle va monter, mais à un moment, elle ne va pas pouvoir faire plus. Donc ça peut être pénible, ça peut être douloureux, ça peut être vraiment désagréable dans le corps, mais ça a une limite. Alors que l'émotionnel, on ne sait pas où ça s'arrête. Non, c'est pas... Ok. Voilà, c'est
c'est presque nos limites, et du coup, c'est hyper difficile à accepter et à se dire ah ouais, mais je suis dans l'angoisse, j'accepte d'être dans l'angoisse. Non, t'es dans l'angoisse, c'est. Ouais. Oui, d'accord. Et par exemple, justement, si j'étais dans l'angoisse, si moi, par exemple, on était ensemble là, et je te dis, bah Luc, je sais pas ce que j'ai, je suis en train de faire une crise d'angoisse, là, ça va pas. Ok, qu'est-ce que ça fait dans ton corps? Voilà, c'est juste ça. C'est tout. Et du coup, là, par exemple, je me pose, j'observe juste ce qui se passe dans mon corps, j'observe ce que ça fait, peut-être que ça oppresse la poitrine, peut-être que ça. Et juste j'observe ça et je laisse faire. Voilà. Et tu laisses ta poitrine s'oppresser, tu sens le poids, tu t'acceptes que le poids il vienne plus fort ou moins fort, ou qu'il se déplace, ou qu'il fasse ce qu'il veut. Ok. Mais tu restes dessus. J'observe. Voilà, tu restes dessus. Et si par exemple il y a de la tristesse ou de la colère ou de la. T'accueilles la tristesse, et de nouveau, qu'est-ce que ça fait dans ton corps? Ok, donc j'observe ce que la tristesse fait dans mon corps. C'est ça. D'accord, ok. C'est ça. Systématiquement, qu'est-ce que ça fait dans ton corps? Qu'est-ce que ça fait dans ton corps? Qu'est-ce que ça fait dans ton corps? Ok. Et alors justement, tout à l'heure tu parlais de Vipassana, on parlait de Tipeee aussi. Et tu m'as parlé le problème de. J'ai la même idée sur Tipeee, mais déjà Vipassana, tu disais tout à l'heure, ça va pas être spécifique, on sait pas sur quoi on travaille. Ouais. Et j'ai l'impression que. J'ai même pas l'impression, c'est que j'en suis convaincu, mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la différence du coup de Vipassana Nerti, où en fait Nerti va y avoir une spécificité, on va voir vraiment aller toucher un truc spécifique. Bah c'est ça, parce qu'en fait, comme avec Nerti, on va partir sur l'émotion qui est en train de se dérouler. Et donc, du coup, cette émotion qui est en train de se dérouler, elle est directement reliée, émotionnellement, puisque sinon il n'y aurait pas de réaction émotionnelle, à la source de la réactivité émotionnelle. Ouais. Et la source de cette réactivité émotionnelle, c'est justement cette mémoire traumatique, ce verrou émotionnel. Donc, on va aller directement suivre dans les sensations du corps la mémoire de ce moment de perte de connaissance accidentelle, de ce verrou. Et en allant toucher le verrou, eh ben, on va directement nettoyer la réactivité qui est liée avec l'émotion qu'on est en train de travailler. Dans le présent. Voilà, en fait, on a un trauma du passé. C'est ça. Qui est lié par une espèce de fil, moi je dis toujours, au présent. Ouais. Parce que les gens me disent toujours, oui, mais si vous connaissez pas mon problème, si je suis pas capable de dire à quel moment ça m'est arrivé, on s'en fout. Parce que en fait, ce qui se passe dans le présent est un espèce de fil directeur vers ce qui s'est passé dans le passé. Forcément, sinon il n'y aurait pas d'émotion. Sinon il n'y aurait pas d'émotion. Voilà. S'il y a l'émotion, ça veut dire que tu es forcément en lien à ce moment-là avec ta mémoire traumatique de base. Sinon, tu réagirais pas. Tout à fait. Donc, les gens me disent, ouais, mais effectivement, il y a. Et c'est tout le paradigme de la psychanalyse, vraiment tous les psys, quelque chose comme ça, que je trouve qui font vraiment n'importe quoi et qui sont même toxiques. Enfin, pour moi, ça renforce le problème. Ouais, tu peux explique-nous. Ouais, je vais l'expliquer après. C'est qu'en fait, et du coup, je sais plus ce que je disais. On parlait de fil directeur. Ouais, c'est ça. Et que quand tu es dans l'émotion, de base, tu es en contact avec ta mémoire, avec ton origine, l'origine de ton émotion. Oui. Forcément, sinon tu réagis pas. Donc c'est vraiment le truc, pour moi, hyper important, c'est qu'il n'y a pas besoin de le savoir. Ouais, c'est ça. Tu n'as pas besoin de le savoir intellectuellement, tu n'as pas besoin d'avoir une mémoire déclarative qui te dit « Ah ouais, ça vient de ça. » Non, c'est là. C'est là. C'est là, maintenant. S'il n'y avait pas de problème, du coup, on serait pas... Bah non. On serait pas réactif. Chercher. Bah bien sûr, c'est ça. Et c'est pour ça que les gens me disent « Ouais, mais moi je veux savoir. » Je dis « Bah attends, on va d'abord nettoyer. » Et très souvent, on me l'a demandé, je sais pas combien de fois. « Ouais, mais j'aimerais bien savoir l'origine. » Je dis « Attendez, moi, chercher l'origine, c'est pas mon taf. C'est pas mon boulot, ça m'intéresse pas. Enfin, ça m'intéresse intellectuellement, mais ça m'intéresse pas pour vous aider. En tout cas, ça va pas m'aider à vous aider du tout. Et donc, je leur dis, ok, on va faire un truc. Je vais faire une séance avec vous, on va nettoyer la mémoire, et on verra après si vous voulez aller la chercher. Tout à fait. Je n'ai aucune personne, sur quelques milliers de personnes, aucune personne qui m'a demandé, ah si, finalement, ça m'intéresse d'aller chercher. Tout à fait. Rien à battre. C'est ça, ils s'en foutent complètement. Une fois que finalement, on est intéressé par ce problème que quand on est réactif. Mais parce qu'on nous a inculqué l'idée que le fait de savoir d'où ça vient va changer quelque chose. Ouais. En fait, non. Ça justement, ça c'est dans le monde réel. Tu parlais de psychanalyse et tout ça. Oui. En fait, dans le monde extérieur, tu as une moto, tu as une voiture, elle marche pas, tu vas chercher le pourquoi de la panne, et tu vas la réparer. Voilà. Ça, c'est dans le monde physique, réel, ça marche comme ça.
Et donc, on a tendance à penser que le monde physique réel marche comme notre monde intérieur. Sauf que notre monde intérieur, il marche à l'envers. Ouais. C'est-à-dire que c'est l'inverse. Comme je disais tout à l'heure, quand on cherche le problème, on le renforce. Oui, tu disais. Tout à fait. Pourquoi ça se renforce? Parce que si je me pose la question pourquoi je vais mal, rien qu'en me posant la question pourquoi je vais mal, ceux qui nous écoutent peuvent faire l'exercice tout de suite, juste pour le vérifier. Dire pourquoi je vais mal, on peut sentir ce que ça fait à l'intérieur et on va sentir qu'on est un peu moins bien. Pourquoi? Parce que en se posant la question pourquoi je vais mal, on est obligé de passer dans le circuit neuronal qui explique ce que ça veut dire mal. Tout à fait. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On est mal. Donc on se met dans le truc de je me sens mal. Et pourquoi je me sens mal? Donc, et on va trouver en plus des raisons, parce que mes parents, parce que ma génétique, parce que je le mérite, parce que je suis juste débile, parce que... voilà. Et du coup, on va, trouver des raisons, deux, renforcer le circuit neuronal de je me sens mal, et un circuit neuronal dans lequel on passe souvent, il devient de plus en plus fort, ça devient une autoroute neuronale. Oui, tout à fait. Et donc c'est pour ça que je dis que c'est toxique de se poser les questions sans arrêt, pourquoi j'ai ce problème, comme ça, pourquoi j'ai ce problème, parce que ça ne fait que renforcer le problème. Et donc, je disais, à l'intérieur, ça marche différemment, c'est qu'en fait, à l'intérieur, quand tu sais que tu as un problème, tu l'accueilles, tu dis, je me sens mal, ok, j'accueille ce qui se passe, et si je fais rien, si j'accueille, si je laisse faire, l'autoréparation naturelle du corps va se mettre en route, et là, ça va se réparer. Ça va libérer tout ça. C'est-à-dire que c'est pas comme la voiture elle ne se répare pas toute seule, mais le corps, il se répare tout seul. D'ailleurs, mon père qui était chirurgien, il me disait, moi, je répare rien. Je mets les choses l'une en face des autres. D'accord, ben oui. Et c'est le corps qui répare. Tout à fait. C'est tout. Moi, je fais juste la mécanique, mais je ne fais rien. Je suis incapable de faire marcher le truc. C'est juste, je remets les bouts les uns en face des autres, et le corps répare, le corps fait ce qu'il faut. Aussi bien physiquement que mentalement, que émotionnellement. C'est ce que tu nous expliquais tout à l'heure, d'ailleurs, avec tes problèmes de dos. Ouais. Où je l'ai vécu aussi, où juste rien que le fait d'observer, même si au départ on peut être un peu sceptique, se dire, ouais, attends, observer, ça va débloquer. Et en fait, non, si tu confirmes ce truc de... Et en plus, moi, j'ai même pas cherché à réparer quelque chose. J'ai juste fait cet exercice où on m'a dit, observe, fais ton scan de corps et observe ce qui se passe. Et je faisais mon scan du corps, à chaque fois que je passais dans le dos, ça faisait mal, j'ai l'impression que mon dos il se cassait, machin. Je me dis, c'est pas bon. Mais moi, j'essaie souvent d'être bête et discipliné dans certains trucs comme ça. Ouais. C'est-à-dire que on me dit de faire un truc, avant de juger est-ce que ça marche ou ça marche, je fais d'abord. Je fais à fond, je fais, et puis après je me dis, bon, c'est de la merde, ou non, c'est bien. Ou entre les deux, enfin, où il y a des trucs bien, enfin, après on joue, mais le truc, c'est vraiment de se dire, j'observe ce qui se passe, et là, j'espérais rien. J'espérais pas que ça répare mon dos. J'ai pas une seule seconde pensé. Je pensais pas que c'était réparable d'ailleurs. J'avais même pas l'idée que mon dos était réparable. Vraiment. Pour moi, je l'avais foutu en l'air avec la gym, j'avais tiré dessus, j'avais fait des conneries. Bon, il était foutu pour le reste de ma vie, quoi. Tout à fait. Et en fait, non. En fait, ça s'est auto-réparé. Donc c'est vraiment ce système d'auto-réparation. Mais moi, il me bluffe. Hein. Il me bluffe même encore maintenant. Hein. Ouais. Juste par l'observation. Voilà. Ok. Et justement, alors je voulais parler un petit peu de Nerti. Nerti, souvent, il y a tout ce que tu expliques là. Souvent, les gens, quand ils viennent au cabinet ou quand tu les as eu en séance, les gens voient Nerti comme un outil. Et j'ai un peu du mal avec cette vision parce que pour moi, Nerti va quand même plus loin que ça. Et je pense que personnellement, Nerti, quand on apprend à l'utiliser, quand on apprend justement ce que tu dis, d'aller observer ce qui se passe en direct à chaud, pour moi ça peut devenir une nouvelle presque façon de vivre. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? Qu'est-ce que tu... C'est vers ça que je tends effectivement de plus en plus. Alors déjà de commencer par le prendre comme un outil, c'est déjà un bon début. Déjà c'est de se dire c'est un outil et c'est un outil efficace qui donne des bons résultats et qui permet de changer sa vie. Déjà c'est pas mal. Déjà pour moi, déjà s'il y avait... si tout le monde avait déjà commencé à comprendre ça et commencé à l'utiliser, même sans y croire, faites-le simplement. Ça va marcher. Donc, déjà c'est bien que ça soit considéré comme un outil efficace. Maintenant, effectivement, moi, ce que je me rends compte de plus en plus, c'est que cette histoire d'autoréparation, justement, d'observation, d'accueil de ce qui se passe,
de non-réaction, c'est-à-dire de ne pas être réactif à ce qui se passe, a des vertus énormes. Et effectivement, ça devient, en tout cas, c'est vers ça que je tends moi aussi de plus en plus, à ce que ça soit une philosophie de vie. C'est-à-dire que de dire, maintenant, quoi qu'il se passe dans ma vie, je décide de ne plus le fuir. Okay. Ni d'y être avide. Je suis dans mon jardin, je suis content, c'est bien. Ok, je suis là, je profite. J'ai eu des gros problèmes avec financiers dernièrement, enfin, voilà, pour des histoires de personnes qui m'ont fait des crasses, enfin voilà, peu importe. Voilà. Ouais. C'était inconfortable. Il y a eu des moments où j'étais pas bien, des moments où je me réveillais le matin, comme ça, panique et tout. Et de me dire, ok, ça c'est ta vie. En ce moment, ta vie, dans cet instant, c'est 100% de ta vie. Ce que tu es en train de vivre. Pleinement, quoi. Et donc de me dire, ok, accueille, observe, c'est ta vie là maintenant. Et du coup, effectivement, ce que tu disais, ça devient une philosophie de vie, ça devient un art de vivre, je dirais quelque part. C'est-à-dire de dire, j'accueille tout ce qui se passe, sans arrêt, sans être réactif à ce qui se passe. C'est la réalité. Je suis heureux, c'est cool. Je suis malheureux, c'est cool aussi. Il fait beau, c'est cool. Il fait pas beau, c'est cool. Ouais. Il pleut, c'est cool. Il gèle, c'est cool. L'eau de la piscine, elle est à 3 degrés, c'est cool. Ouais, elle est à 28, c'est cool aussi. C'est juste accueillir, ouais, c'est le côté où on utilise Nerti à la base comme un outil où on va observer ce qui se passe dans son corps quand ça va mal. Oui. Et c'est ça que moi aussi je tends là-dedans, c'est observer ton corps, tout court. Tout le temps. Voilà. Ouais. Et pas chercher... Et en fait, et surtout d'observer ce qui se passe et de ne pas vouloir que ça soit autrement. Tout à fait. Parce que, en fait, je me rendais compte, moi, dans ma vie, j'étais tout le temps impatient de me dire, ça sera mieux quand, ça sera mieux quand, ça sera mieux, mais ça sera jamais mieux. Enfin, si, oui et non, mais maintenant, si je dis ça sera mieux, j'invalide et je ne vis pas maintenant. Tu es en train de vivre, tout à fait. Et donc, ça me fait penser à un film comme ça que j'avais vu, où le mec, il avait la possibilité de zapper. Ouais. Donc, il dit, ah ouais, mais là, mes études, c'est difficile, hop, je zappe, je vais à la fin de l'année. Ah, puis après, je zappe, je vais après l'examen. Puis après, ah bah ouais, mais là, je cherche du boulot, c'est difficile, hop, je zappe. Ah bah là, j'ai un boulot, ah mais ça se passe pas, hop, je zappe. Et le mec, il fait comme ça, il arrive à la fin de sa vie, mais en fait, j'ai pas vécu. Ouais, j'ai tout zappé. Ouais, c'est ça. Et heureusement, dans le film, c'était un rêve. Et il se réveille le matin. Ah, j'ai profité de chaque instant de la galère. Il a pu se rendre compte en ayant vécu ce truc-là que finalement ça valait le coup d'être vécu, quoi. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce qu'on vit là aujourd'hui, aussi désagréable, agréable, pénible, joyeux, neutre, tout ce qu'on veut, c'est dans cet instant l'intégralité de notre vie. Tout à fait. Et si on la vit pas pleinement, si on l'occupe pas pleinement, bah, on passe à côté de notre vie. Tout à fait. En vrai. Et je dis souvent aux gens, par exemple, qui sont tristes, qui se sentent, qui ressentent de la peur et tout ça, qui sont justement en aversion de vivre ce truc-là. Je dis toujours, si on n'avait pas cette tristesse ou cette peur, on ne pourrait pas vivre la joie. C'est ça. Et la sécurité, ou je sais pas comment. C'est exactement ça, parce qu'en fait, c'est le même canal. C'est-à-dire que les canaux émotionnels, il y a un canal émotionnel. Si on ne se permet pas de vivre la tristesse, eh ben on ne peut pas vivre la joie. On ne peut pas vivre la joie. Voilà. Et dernièrement, j'étais étonné, je faisais du piano et je jouais, j'étais en train de déchiffrer l'hymne à l'amour. Et j'étais en train de le faire, et à un moment, je prends conscience de ce que je suis en train de faire, et j'avais des larmes qui coulaient. Excellent. Tellement, parce que c'est beau, quoi, c'est une super mélodie, et en plus, bah, voilà, je pensais à la femme que j'aime. Et j'avais des larmes qui venaient, mais je m'étais même pas rendu compte, c'était fluide en fait. D'accord, ok. C'était doux, j'étais là. Et est-ce qu'à ce moment-là, je me suis dit, ah, c'est génial? Non, j'ai dit, ok. C'était juste dans l'accueil. Juste, voilà, je l'accueille, je le laisse faire. Et c'est beau, quoi. Et puis après, ça passe, bah, c'est parfait, quoi. Tout à fait. Ok. Et de plus vouloir retenir l'instant, en fait. Ouais. C'est l'histoire de Carpe Diem ou aussi de. Comment c'est l'expression là? Ah oui, je me rappelle plus. Ouais.
Bon, je sais plus. C'est pas grave. Voilà. Je me rappelle plus non plus. Et du coup, par rapport à ces personnes-là qui... Moi, pour moi, la philosophie de vie, c'est comme tu dis, c'est aller observer ce qui se passe dans ton corps. Et il y a plein de personnes qui sont pas dans ça, qui n'observent pas leur corps. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces gens-là qui n'observent pas leur corps? Qu'est-ce qui pourrait être un déclencheur de... Peut-être observer un tout petit peu plus? Qu'est-ce que ça pourrait leur apporter dans leur vie à ces gens? Déjà, de dire que c'est pas grave et de dire que c'est pas facile. C'est-à-dire que là, on dit, ouais, il faut faire ça. Genre, on sait faire. Ouais, tout à fait. En vrai, on est comme tout le monde. Hein. Il y a des moments où on y arrive, des moments où on n'y arrive pas, des moments où on est réactif, des moments où on n'est pas réactif. Voilà. C'est un chemin, en fait. Tout à fait. Okay. C'est vraiment... Et il n'y a pas un on-off. Il n'y a pas un moment où tu dis, ah, ça y est, là, j'y arrive. À moins peut-être les êtres réveillés, mais j'en connais pas. Ouais. et voilà. Et encore. Enfin, peu importe. Mais le truc à dire, c'est juste de commencer à observer ces sensations telles qu'elles sont, quoi. Rien que là, sentir les pieds sur le sol, sentir sa respiration, sentir la position de sa tête, sentir la position de ses bras, de ses jambes, le contact de la chaise, le contact du dossier, le contact des vêtements sur la peau. Ouais. Voilà. Des trucs tout simples comme ça. Quand on marche, d'essayer de sentir la marche, quand on a un mouvement, de sentir le mouvement. On peut s'entraîner avec des choses tout simples, s'entraîner à goûter aussi les saveurs, s'entraîner à sentir les odeurs. En fait, quand les gens disent « j'ai pas de sensation », ça n'existe pas. Oui, d'accord. C'est pas possible. Les gens leur disent « vous sentez votre main, voilà. Montrez-moi 3 doigts derrière votre tête ». Ouais. Bon, si vous sentez 3 doigts derrière votre tête, c'est que vous sentez la position de votre main. C'est obligé. Il n'y a pas d'autre solution. Donc les gens qui disent j'ai pas de sensation, ça veut simplement dire que ils pensent qu'il faut trouver d'autres sensations que ce qu'ils sont là en train de sentir. Oui, tout à fait. Et donc ils disent ah oui, mais celle-là elle valent rien, donc je cherche autre chose et je le sens pas. Ah bah c'est que c'est pas bien. Mais non, il y a rien d'autre à sentir que ce qui est déjà là. Que ce qui est là, quoi. C'est sentir la chemise sur la peau, sentir la respiration, sentir que on sent qu'on a un petit peu la respiration un peu rapide parce qu'on est un petit peu émotionnel, au contraire qui est très posé parce qu'on est super calme. Tout à fait. Il n'y a rien d'autre que ça à sentir. Yes. Donc c'est pas besoin de chercher des sensations. Et aussi, ça aussi, des fois les gens, quand je leur pose des choses sur les émotions, ils disent ouais mais je sens pas, je sens rien quand j'ai cette émotion. C'est pas possible. C'est-à-dire que la physiologie, c'est simplement que si je sais que je suis en colère, ça veut dire que j'ai ressenti un certain nombre de sensations dans mon corps que j'ai interprétées et que je me rappelle et que j'ai codé et qui me disent ça c'est de la colère, ou ça c'est de l'amour, ou ça c'est de la peur, ou ça c'est de l'angoisse. Mais ça n'est pas possible sans perception sensorielle. C'est-à-dire on ne peut pas avoir d'émotion sans sensation. C'est juste, mais physiologiquement impossible. Et si on prend des scans ça s'est fait, il y a plein d'études comme ça qui ont été faites, où on prend des scans de personnes, on leur montre des images de quelque chose qui les fait réagir émotionnellement. Ce qu'on voit, c'est réaction physique, c'est-à-dire perception, réaction physique, et à ce moment-là, le cerveau allume l'idée, peur, tristesse, machin, émotion, du coup. Mais c'est plus tard. Et la réactivité physique, elle fait 1/100 de seconde, donc c'est très rapide. La pensée, la réflexion, l'interprétation mentale, c'est 1/10 de seconde. C'est-à-dire que c'est 10 fois plus lent. C'est-à-dire qu'il y a 10 réactions physiques, et là, le mental commence à dire ah, j'ai peur, ah, je suis triste. Mais ça veut dire qu'il y a eu 10 fois 10 impulsions physiques avant. Tout à fait. Donc là, les gens disent qu'il n'y a pas de sensation physique, c'est impossible. Physiquement, impossible. Tout à fait. Mais c'est un truc que je dis souvent d'ailleurs quand les gens viennent dans le cabinet qui me disent moi je sens rien dans mon corps. Mais je leur dis, et c'est toujours le déclencheur, mais observe que tu sens rien dans ton corps. Par exemple, ouais. Et tout de suite derrière, il y a des trucs qui arrivent. Et t'as chaud ou t'as froid? C'est ça. Oui, t'as chaud. Bah, j'ai plutôt chaud, plutôt froid, plutôt rien. Ouais, tu sens le courant d'air ouais. Bon, bah ouais, voilà. Ça suffit moi, je leur dis souvent, tu sens le siège sous tes fesses? En plus, tu parles des fesses comme ça. Tout à fait.
Ouais. Qu'est-ce qu'il me dit? Il parle de mes fesses. C'est vrai. Cool. Voilà, tu sens le siège? Mais oui, ils le sentent. Tu sens tes pieds sur le sol? Bah oui. Bon, bah voilà. Tu sens ton corps. Tu sens ton corps, ouais. Et ressens que tu sens rien, c'est drôle ça aussi. C'est pas mal. Oui, j'aime bien le faire parce que souvent les gens ils sont tellement bloqués ouais. à comment on fait pour. Et du coup, il y a tout de suite une sensation puis qui arrive. En plus, ça confuse un peu le cerveau. Tout à fait. Bon. Tout à fait. Et alors, du coup, merci pour ces explications sur Nerti, l'observation des sensations et tout ça. Maintenant, je voulais un petit peu parler de je sais pas si ta philosophie, mais de comment t'as vécu Vipassana, t'as vécu Tipeee, t'as vécu tout ce que t'as fait sur toi, t'as fait des formations avec David Laroche, et au départ, quand t'as commencé ton métier de thérapeute, tu devais être dans un certain état d'esprit peut-être, et tout ça a dû changer, et j'aimerais que tu nous expliques, si c'est possible, comment ta philosophie, ou ton regard, ou ton état d'esprit a évolué entre ce moment où t'as commencé en tant que thérapeute, et aujourd'hui, ta vision de tout ça. Avant, je sais qu'il y a une période où tu étais très impliqué dans Nerti, très à vouloir changer le monde. Et c'est ça, du coup, que j'aimerais aller fouiller chez toi. C'est ce côté, tu avais cette envie de changer le monde. Est-ce que tu peux nous en parler, comment elle était au début, et comment elle évoluait maintenant, et comment tu la vois? Qu'est-ce que tu vois? Peut-être il y a plus de détachement. Peut-être je sais qu'avant, tu étais vachement dans une volonté. Je pense qu'aujourd'hui, il y a peut-être plus de détachement. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de tout ça? Ouais, c'est un gros parcours. Hein. Enfin, parce que moi, à la base, je me suis formé, comme je dis, j'étais timide maladif. J'ai commencé à bosser sur moi et à faire des formations. J'avais 16 ans. Ouais, t'avais 16 ans, ok. Tous les ans, ouais. Depuis l'âge de 16 ans jusqu'à encore maintenant, pratiquement tous les ans, j'apprenais une technique différente, où j'essayais un truc, où je m'améliorais dans un truc. Voilà. Je faisais un stage avec le secret espoir de me libérer de ma timidité maladie. Donc ça, c'était ton objectif de voilà, départ. C'était mon objectif. Et j'ai évolué toute ma vie comme ça, jusqu'à effectivement mes 44 ans, où là, j'ai effectivement ça a switché. Donc tu as enlevé ma phobie a switché. Mais j'ai continué à travailler quand même, parce que voilà, j'étais du coup intéressé, passionné par le fonctionnement du cerveau, le fonctionnement optimal du cerveau. Et question par rapport à ta timidité maladive, est-ce que tu l'as enlevé quand tu étais en cabinet déjà, ou tu avais déjà créé ton cabinet? Ouais, j'avais déjà mon cabinet depuis 2 ans. Donc quand tu as créé ton cabinet, il y avait un autre moteur que d'enlever ta timidité, il y avait autre chose derrière. Bah, en fait, à force de travailler sur moi, j'étais devenu un peu le gars autour de moi. Les gens avaient un problème. Luc, je pourrais t'en parler. Donc j'étais un peu le thérapeute de plein de gens autour de moi. Et d'ailleurs, ça m'énerve parce que je dis, ouais, les gens m'appellent que quand ils ont un problème. Ça mais bon, voilà, c'était comme ça. Et du coup, à un moment, je me suis dit, je vais en faire mon métier. Parce que, en fait, j'ai fait un exercice de PNL dans un stage que je faisais à ce moment-là. Et dans cet exercice de PNL, on nous disait, imaginez, vous avez 6 mois à vivre. Ouais. Il vous reste que 6 mois, vous avez un diagnostic, cancer du pancréas, 6 mois à vivre. Okay. Voilà. Bon. Qu'est-ce que vous faites? Et moi, le truc qui me venait, c'était assez hallucinant à ce moment-là, c'est de me dire, j'ouvre mon cabinet de thérapie demain matin. Ok, d'accord. Quand j'ai fait cet exercice. Mais vraiment, c'était je voulais pas faire le tour du monde, je voulais pas faire monter l'Everest, je voulais pas faire un truc extra. Je voulais ouvrir un cabinet de thérapie, faire de la thérapie au moins les 6 derniers mois de ma vie. Waouh, c'est un truc de dingue. Donc du coup, je me suis installé, et effectivement, là, ça a commencé. Donc j'ai commencé avec les outils que j'avais, et ça a très vite marché. Enfin, en 1 an et demi, j'étais booké. Ok, c'est bon. Voilà, je suis débordé, j'arrivais plus à suivre. Enfin bon, peu importe. Et effectivement, après, quand j'ai découvert Nerti, que j'ai compris Nerti vraiment, là, j'étais, mais il faut que le monde entier sache ça. C'était Nerti, il y a eu un changement. Voilà. Quand tu as découvert Nerti, il y avait une espèce de switch où avant tu voulais être thérapeute. Ouais. Là, il y a une espèce de switch où tu t'es dit quoi par rapport à Nerti? Je me suis dit, j'ai compris un truc, il faut pas que ça meure avec moi, quoi. Il faut que, parce que je l'utilisais juste en cabinet, quoi. Donc personne n'était au courant de ça. Donc il y avait presque une espèce de panique de que ça se perde. Ouais, je me disais, si jamais je meurs, c'est fou, quoi. Enfin, parce que ça change des vies, quoi. Vraiment, ça change des vies de malades. Et je me dis, putain, si je meurs, là, c'est foutu. Donc la première chose que j'ai voulu faire, c'est écrire un bouquin. Qui s'appelle Nerti. La solution Nerti. D'accord. Voilà. Et d'abord, je l'ai enseigné. En fait,
à ce moment-là, j'ai commencé aussi à enseigner, je commençais à enseigner la sophro dans un réseau de formation. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, j'ai une des stagiaires qui arrive dans la salle de formation, et elle arrive, elle n'arrive pas à parler, elle pleure, il n'y a rien. Ok, je dis, ok, ferme les yeux, boum, genre, ok, il y a un RT derrière. Et au bout d'un quart d'heure, tout se calme, et elle est bien, elle peut même un peu sourire. Bon, elle est encore un peu triste parce qu'elle venait d'apprendre la mort de sa mère en montant les escaliers. Ok. Donc, Ouais. quand même. Fort. Et en fait, j'ai fait ça devant tous les stagiaires qui étaient là. Ouais. Et là, les stagiaires, ils me disent, mais Luc, Qu'est-ce que c'est? c'est pas de la sophro, ça. Faut que tu nous expliques ça, faut que tu nous enseignes ce truc. Et du coup, c'est comme ça que j'ai fait la première fois, commencer à enseigner NERTI. Parce que, ben voilà, les gens m'ont dit, mais. Alors, tu l'as enseigné comment au départ? En présentiel. J'apprenais aux gens à le faire. Alors, mon niveau d'intégration n'était pas génial, mais bon, voilà. Mais voilà, donc je leur apprenais comme ça. Ça a marché, enfin voilà. Mais il n'y avait pas beaucoup d'utilisation vraiment. Enfin, j'étais assez déçu en fait du résultat. Et du coup, c'est là où je me suis dit, il faut que je puisse en parler plus largement et que ça se développe au-delà de moi. Donc, du coup, j'ai écrit mon bouquin, la solution NERTI, et je me suis dit, bon, bah là, je suis tranquille, ça va se faire. Mais je voulais encore que ça. Je me suis rendu compte que le bouquin, bon, les gens, ils le lisent, mais pour l'utiliser, voilà, c'est encore pas gagné. Donc, je me suis dit, il faut que je me clone. Bon, cloner, ça marche pas non plus. Et donc, je me suis dit, bah, je vais faire un truc en ligne. Et c'est là où je me suis dit, bah, je veux impacter 1 milliard de personnes et je vais faire tout en ligne. Okay. Voilà, et ça va cartonner, ça va être super, ça va être génial et tout. Et donc, j'ai fait une formation en ligne où j'ai appris aux gens donc, à faire AutoNERTI. Donc, effectivement, il y a un accompagnement qui permet d'apprendre à faire AutoNERTI. Il y a 3 libérations à la fin de. Enfin, pour certifier AutoNERTI, il faut faire 3 auto-libérations sur 3 sujets différents qui sont supervisés. Enfin, voilà. Donc ça, c'est AutoNERTI. Après, je me suis dit, bah, il faut que les gens ils puissent aider aussi leurs proches, parce que la demande qui m'était faite derrière, les gens me disaient, ah, c'est bien, mais comment je fais avec mes proches, parce que c'est pas facile, comment je leur explique, comment ceci. Ouais, tout à fait. Donc là, du coup, j'ai fait le niveau accompagnant en NERTI, okay, pour que les gens puissent, du coup, aider autour d'eux, machin. Puis après, les gens me disaient, ouais, c'est bien, mais quand dans le cabinet, c'est encore plus compliqué, parce que les gens, ils arrivent, ils savent, okay. Donc, du coup, on m'a dit, bah, il faudrait faire encore un niveau pour les pros. Donc là, j'ai fait un niveau maître praticien NERTI. Okay. Et donc, effectivement, je réponds à ta question. Donc là, quand ça a commencé, je me suis dit, ça marche. En plus, ça a commencé à vraiment marcher. J'ai eu plusieurs milliers de personnes qui sont inscrites à la formation. Ça s'est monté jusqu'à 4000 personnes. Ouais, c'est énorme. Donc, c'était génial. Mais, du coup, il fallait du monde, il fallait des employés, il fallait des coachs, il fallait de l'administratif, il fallait des comptables, il fallait plein de choses. Et ça m'a gonflé. J'ai mouru à petit feu. C'est en fait le fait que ça prenne trop d'ampleur qui t'a... Ben, c'est surtout que je me retrouvais à gérer du personnel, à gérer des finances, à être dans une gestion permanente et de gérer des problèmes en permanence, d'histoire d'être humain et d'administratif, au jour le jour, qui me plaisent pas, quoi. C'est pas ce qui te définit, quoi. Non, moi je suis un créatif, je trouve une solution, j'ai trouvé la solution, je vous la donne, débrouillez-vous avec. D'accord. En gros, c'est ça mon souhait. Et donc là, je me suis pris au jeu avec NERTI à vouloir être le moteur de la diffusion et de l'élargissement de NERTI. Donc, aller en parler devant des médias, ça, c'était pas un problème, ça m'allait bien. Aller faire le zazou dans les trucs comme ça, pas de souci. Donner des formations de temps en temps, superviser des gens, ok. Mais gérer au jour le jour une entreprise, non. C'est pas ça que t'as envie. Non, je meurs. En fait, je meurs à faire ça. Mais vraiment. Et à un moment, je me faisais coacher parce que j'en pouvais plus. Hein. Et à un moment, j'ai pris la décision de donner un congé sabbatique.
au moment où j'ai pris cette décision, je me suis effondré en larmes de gratitude. Ok. Une partie de moi me dit enfin, enfin, Ouais, ah, ah, je vais pouvoir respirer. tout à fait. Vraiment, j'ai pleuré pendant un quart d'heure, mais vraiment, Parce que t'en pouvais plus. voilà, de gratitude, me dire ah ouais, enfin je lâche, enfin je me permets de lâcher. Quoi. Parce que, en fait, moi, j'ai une énorme valeur impact. Je veux changer les choses. Je veux améliorer les choses. Et je termine. Ouais. Et du coup, j'étais pris dans cette prison dorée parce que je voulais avoir cet impact et je ne voyais pas d'autre solution que cette société, que cette entreprise pour avoir cet impact. Qui en plus perdait de l'argent, enfin a perdu beaucoup d'argent. Voilà. Donc en plus, je mettais de l'argent, je mettais beaucoup d'énergie, je perdais mon temps, mon énergie, ça. Alors j'ai aidé des gens, ça c'est sûr, il y a des milliers de personnes que ça a aidé, c'est sûr et c'est génial. Mais moi, j'étais en train de mourir dans l'histoire. Et donc, à un moment, je dis, bah, non, je veux plus, quoi. Je rends mon tablier, je laisse, le bouquin est toujours là, les formations en ligne sont toujours là, mais moi, je ne veux plus m'en occuper. D'accord. Voilà. Donc, là, pour l'instant, ça vivote. Pareil, il y avait toute l'histoire de marketing à faire aussi. Ouais. C'est chiant. Alors, c'est pas... Il y a un qui adore et c'est génial, hein, tant mieux pour eux. Mais moi, je meurs. Ouais. Les trucs marketing, je déteste ça, quoi. Ça me Je débecte, quoi. Ça, vraiment, j'aime pas ça du tout. Enfin, ça me... Je suis pas fait pour ça, quoi. Je suis fait pour trouver des solutions, je suis fait pour tester des trucs nouveaux. Alors, par contre, quand les gens me disent, ouais, là, j'ai testé Nerti dans telle situation, avec des... J'ai eu dernièrement des trucs sur les allergies. Je dis, putain, ouais, intéressant. Et là, du coup, là, je m'allume de nouveau, là. Mais sinon, je m'éteins, je meurs, quoi. Ouais. Mais justement, par rapport à ta... On en parlait justement par rapport à ta philosophie, ou ton pourquoi, ou qu'est-ce qui t'inspire. Il y a eu ce truc, du coup, au départ, de devenir tout simplement thérapeute, parce que ça s'est présenté à toi. Ouais. Il y a eu ce truc de... T'as découvert Nerti, donc t'as voulu ouvrir ta formation en ligne et tout ça. Ouais, et je me suis dit, ça va intéresser tout le monde, en fait. Voilà, c'est ça aussi, c'est que je me suis dit, il faut que j'en parle à tout le monde, parce que ça va changer la vie de tout le monde. Voilà, c'est ça, il y a un côté changer la vie. Mais en vrai, il y en a plein qui n'en ont rien à foutre. Ouais. Que ça n'intéresse pas. Donc moi, j'essayais avec justement le marketing, trucs comme ça, de dire, mais si, vous allez voir, c'est génial. Mais les gens, ils n'ont pas envie. Ouais, ils n'ont pas envie. Et je comprenais pas ça. J'arrivais pas, tu vois, à me dire, mais non, il y en a, ils sont bien comme ça. Ou ils sont mal, mais ils préfèrent ce mal-là que de faire ce qu'il faut pour changer leur vie. Ouais. Et moi, ça me tordait le bide, tu vois, je dis, mais c'est pas possible, rendez-vous compte. Et je faisais chier tout le monde, en fait, avec ça. Ouais. Et de me dire à un moment, mais fous-leur la paix. Ouais. Chacun sa vérité, chacun son temps, chacun son rythme. Et voilà, je suis là, les formations sont là. Si vous me cherchez, vous allez me trouver. Si les gens... Mais moi, je ne vais plus me bousiller ma santé, mon énergie, mon argent pour chercher des gens qui ne veulent pas. Qui ne veulent pas, tout à fait. Et ils ont le droit. Et à un moment, tu vois, je disais, mais ouais. À un moment, j'étais un peu réactif à ça. Je dis, ouais, mais quand même, ils sont cons. Non, ils sont pas cons. C'est leur vérité, c'est leur réalité. C'est 100% bon pour eux, comme c'est aujourd'hui. C'est parfait. Change rien. Change si tu veux. Change avec les gens qui veulent changer. Change pas avec ceux qui veulent pas. Et c'est ok. Et je suis même pas malheureux maintenant. Avant, j'étais malheureux pour ceux qui étaient mal. Mais maintenant, je suis même pas malheureux. C'est leur karma, c'est leur vie, c'est ça qu'ils ont à vivre maintenant. Moi, j'ai eu des moments où j'étais super malheureux. C'est grâce à ça que je vis ce que je vis aujourd'hui. Donc, peut-être c'est leur cas aussi. Et peut-être ils ont besoin d'être dans cette galère. Toi, tu as eu besoin d'être dans ces angoisses à fond pendant un moment pour devenir le thérapeute que tu es en train de devenir. Tout à fait. Si tu ne les avais pas eu, qui je suis pour dire, mais non, il ne faut pas que tu les aies. Bah, ouais, mais... Ouais, finalement. C'est comme ça. Ouais, tout à fait. Yes. Donc c'était un moteur. Ok, et du coup, par rapport à tout ça, donc on est parti de devenir thérapeute, l'évolution et tout ça. Et du coup, aujourd'hui, de quoi t'as peut-être, la question serait peut-être de quoi t'as envie ou pas envie, j'en sais rien. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'anime? Est-ce que t'es encore animé parce qu'il y a un côté où t'es un peu lâché?
tu l'expliques toi-même. Ouais. Qu'est-ce qui est encore aujourd'hui, est-ce que si aujourd'hui, peut-être il y a une évolution de tout ce que tu as vécu, qu'est-ce qui aujourd'hui te fait dire, ah quand même ça, j'aimerais bien aller vers ça ou pas? Je sais pas, j'ai pas la réponse. Bah, j'aimerais bien que Nerti continue à se développer, mais sans moi. Ouais. Vraiment. Que quelqu'un le prenne à bras le corps et le fasse, parce que je pense que ça peut effectivement faire une différence dans le monde importante. Parce que je pense aussi que, en fait, il n'y a pas de gens méchants, il n'y a pas de gens agressifs en vrai, il n'y a que des gens qui souffrent. Et que s'ils arrêtaient de souffrir, qu'ils arrêtaient d'être mal, et qui du coup qui nettoyaient toute leur activité émotionnelle, ben, il y aurait la paix dans le monde. Mm. Ça, c'est... Là, je pousse le bouchon Ouais, hyper tout à loin. fait. Maintenant, si je reviens juste à moi, en fait, j'essaye de maintenant, comme je disais tout à l'heure, d'accueillir la vie telle qu'elle est. On disait tout à l'heure de ne pas repousser les choses telles qu'elles se passent. Et donc d'essayer de ne plus être dans... Je veux des choses pour ma vie, mais je laisse la vie m'amener là où elle veut m'amener maintenant. Ok. Donc j'ai l'impulsion à un moment de faire un truc. Hier, j'avais l'impulsion de couper un arbre qui allait tomber sur la clôture. Ben, je me suis levé, j'ai commencé à couper l'arbre. Je ne me suis pas posé de questions. Tu laisses faire, quoi. Voilà, je laisse faire. J'avais une souche dans le jardin depuis X temps qui repoussait sans arrêt. Machin. Ben, en début de semaine, ça m'est venu. À 7h du mat, j'étais dans le jardin en train de couper, en train de commencer à creuser ma souche. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo. Excellent. Ok. Et voilà, en fait, c'est de... On me demande c'est quoi ton objectif maintenant. Mon objectif, c'est essayer de ne pas avoir d'objectif. Ok. Ce qui n'est pas simple. Enfin, je suis encore sur le chemin de ça. Et de me dire qu'est-ce que la vie va m'amener à faire. Toi, tu me proposes de faire une interview. Ouais. Allez, go. D'accord. Un peu en mode yes man. Ouais, tu te laisses t'accueillir ce qui se présente voilà, à toi. Voilà, c'est ça. Et parce que j'ai lu un bouquin c'est The Surrender Experiment de Michael Singer, qui m'a bien inspiré justement dans cette direction-là, de dire, mais en fait, l'univers, la vie, l'univers, enfin on l'appelle comme on veut, s'occupe de faire tourner les planètes, s'occupe de faire pousser les plantes, s'occupe de faire réparer mon corps, de se faire un chien. Et moi, avec ma petite volonté, j'espère faire bouger ce truc-là. Ouais. Et que cette réflexion-là, ça m'a fait rire, quoi. Je me suis dit, mais ouais, mais... Parce qu'on dit, ouais, je décide ça. Et les gens disent, ouais, je décide d'arrêter de fumer. Et combien de fois t'as décidé déjà avant d'y arriver? C'est ça. C'est ça. Et plein de choses comme ça. Je décide de ne pas manger de sucre. Ouais. Combien de temps tu vas tenir? Je décide... En fait, tu décides que dalle. Quand tu regardes bien. C'est vrai. Et à un moment, c'est de dire, ok, accepte que tu décides pas. En fait, c'est ça mon jeu en ce moment et mon fun, quoi, c'est de me dire, accepte de pas décider. Puis il y a des moments où je vais faire, globalement, je dirais n'importe quoi, mais où je vais me mater une série en boucle pendant toute la journée. Un moment où je vais aller bidouiller dans mon jardin, un moment où je vais aller faire autre chose. Et puis un moment où je vais ravancer sur un bouquin parce que j'ai l'inspiration qui vient à ce moment-là, mais pas me dire je veux ça. Ouais, d'accord. Parce que c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Ouais, c'est ce que tu as fait toute en ta gros, vie. toute ma vie, ah ouais, je veux ça. J'ai réussi pas mal de trucs. Mais à quel prix? Ouais. À quel prix? Ouais. Comment je me suis galéré, comment je me suis flagellé, je me suis... Ouais. Et pour, finalement, au moment où tu y arrives, bah, c'est pas mieux parce que c'est cette histoire de validation horizontale et verticale. Quand tu arrives là où tu veux aller, qui était devant toi, bah, tu es là et maintenant tu regardes devant toi. Donc c'est toujours là-bas, tu as toujours un autre truc, plus loin. Donc tu n'es jamais content, en vrai. Alors que là, maintenant, de dire, ok, bah, je fais ça, j'ai cette souche que j'ai réussi à sortir, je suis content. C'est quoi l'objectif? Je sais pas. Bah, après, j'ai l'idée de faire une mare maintenant. Là, comme j'ai fait un trou. Okay. J'ai l'idée de faire une mare. Bon, bah, je vais faire une mare. Et en fait, juste, j'ai le plaisir de ce que je suis en train de faire. Et du coup, ça change tout.
Ouais, c'est juste être dans le moment présent. Ça change toute la vie, quoi. Parce que je suis plus dans le truc, ça sera mieux plus tard et je serai heureux un jour. Ce qui jamais. Ouais, si jamais. Jamais. Ouais, on est d'accord. Je suis heureux là maintenant, de ce que je vis. Et même si je suis pas heureux. C'est-à-dire que hier, j'avais mal partout. Je n'arrivais plus à bouger, j'avais mal. Parce que j'avais trop forcé avec le bois, avec enfin bon, peu importe. J'avais mal. Et en même temps, je souriais. J'étais là, ah putain, ouais, ça c'est ta vie. Là, t'es là où tu dois être. t'es là où. Ouais. Putain, ça fait mal. Hein. Ah ouais. Et j'avais le sourire intérieur, toi, de me dire, peut-être même extérieur, de me dire, mais voilà, c'est ça ta vie. T'as mal, ouais, c'est cool. C'est parfait. Donc en fait, ce que tu es en train de dire par rapport à ce que tu avais, par rapport à ton envie de changer le monde, je ne vais pas dire que tu as abandonné, mais il y a un côté où une partie de toi qui a lâché prise là-dessus, peut-être. Mais c'est que je peux pas changer le monde. Tu veux pas changer le monde. Je peux faire ce que je fais, comme je le fais, et le monde fera ce qu'il voudra. Mais je suis plus en mode tendu, je vais changer c'est ça. le monde, allez, la foi. Non. Et le pire, c'est que ça impacte encore plus. Ça impacte encore plus, ouais. Pas plus, mais il y a des gens que ça inspire autrement. Il y a, toi, tu fais cette interview, il y en a d'autres qui en parlent d'une autre manière. C'est plus cool, quoi. En fait, j'arrête de me prendre pour Dieu. Ouais, d'accord. Parce que quand tu dis je veux changer le monde, tu te prends pour qui? Ouais, c'est ça. En vrai, t'arrêtes de péter plus ton cul, quoi. C'est un moment, 5 minutes, quoi. Et dire, mais fais ce que tu fais, fais-le bien, fais correctement. Et fais une vie qui t'inspire. Et c'est ça l'idée. Ouais. Et en faisant ce qui t'inspire, tu deviens inspirant. Et peut-être tu auras un impact plus important. En tout cas, c'est ce que certaines personnes me disent. Donc ça serait peut-être pas être focus sur l'autre, c'est focus sur soi. Faire ce qui est bon pour nous, faire ce qui nous inspire. Plutôt qu'être focus sur l'autre. Ouais, et même ça n'a pas d'importance. Même ça n'a pas d'importance. Ok. En vrai, rien n'a d'importance. Enfin, ça paraît un peu con comme ça, mais de toute façon, on va tous mourir. Hein. Oui, c'est vrai. Et des fois, je me dis, ouais, ça m'arrive de me dire, ouais, si je suis pas là, le monde va mourir. Des gens indispensables, il y en a plein les cimetières. Ouais, c'est vrai. Ouais. Tout à fait. Il y a des gens extraordinairement mieux que moi qui sont morts et le monde a continué à tourner quand même. Donc, hein. arrête de te la péter et repose les pieds sur terre. C'est ça en fait. C'est pas que j'ai renoncé, c'est que j'ai pris conscience qu'en fait, je peux faire que ce que je peux faire. Et que c'est pas parce que je m'énerve et que je me flagelle et que je me torture que ça sera mieux. Ok. D'accord. Voilà. Donc, je fais comme je peux. Et puis voilà, quoi, on verra bien ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Ouais, la suite au prochain épisode. C'est ça. Ok. Et si tu avais un truc à partager du coup de tout ce que tu as dit aux gens, peut-être une pépite que tu aurais partagé, qu'est-ce que tu aurais envie de dire de tout ton vécu, tout ce que tu as vécu, ce que tu en ce moment tu es en train de vivre? Qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Peut-être en une phrase ou... Ouais, c'est toujours ce truc de c'est pas grave et ça passera, quoi. C'est pas grave et ça passera, c'est la pépite. Ouais, c'est tout, absolument tout ce qui nous arrive, c'est pas grave, ça passera. Ouais, c'est vrai. Et ça passera à un moment complètement. Carrément. Ouais, c'est vrai. Qu'on le veuille ou pas. Cool. Donc, bon. C'est cool. Je te remercie pour ce temps que tu nous as accordé. Merci. Pour ce partage. J'espère que je me suis régalé. Ça vous plaira. C'est ça. Merci à vous. Merci à toi.